est à Monsieur Jean-Victor Castor pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, hier ici dans cette Assemblée, je posais la question, quel était le scénario du pire? Et malheureusement, le pire est arrivé. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie-Kanaki, il y a maintenant des morts. Ce que personne ici, je pense, ne souhaitait. Mais on savait tous que ce risque était un risque majeur. Et pourtant, malgré tous nos appels au retrait de ce texte, vous avez voulu aller au bout de votre démarche. Maintenant, c'est le Conseil de défense, c'est l'état d'urgence, c'est une demande de faire intervenir les forces militaires. En fait, c'est l'État qui reconnaît une situation totalement insurrectionnelle. Nous relayons l'appel à l'apaisement qui a été demandé par l'ensemble, enfin par beaucoup, la plupart des forces politiques locales. Mais, Monsieur le Premier ministre, vous avez une très, très lourde responsabilité dans ce qui se passe. Très, très lourde. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous dit d'arrêter ce processus. Maintenant, la voie doit être ouverte au dialogue. Le courrier qui a été envoyé par le Président de la République laisse un espace extrêmement court et contredit tout ce qui a été dit hier dans cette Assemblée, à savoir que la réunion du Congrès se ferait et qu'on privilégierait le temps du dialogue. En réalité, entre le moment où vous allez inviter les partis, vous avez dit dans quelques semaines, dans le courrier du Président, et le moment où il faudra convoquer le Congrès, il ne restera que quelques jours pour que les partis et que l'État puissent s'entendre sur un projet global. C'est totalement inacceptable, inadmissible, irresponsable. Donc on aimerait savoir si vous allez quand même corriger cette fois-ci cette posture, ce positionnement, pour que, effectivement, la spirale dans laquelle est entraînée la Nouvelle-Calédonie, que ça puisse cesser une fois pour toutes. J'ai eu l'occasion, ici même, de m'exprimer sur la violence inacceptable que traverse la Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs jours désormais. Et depuis que je me suis exprimé ici, ces violences ont fait plusieurs victimes. Je veux évidemment leur rendre hommage, dire mon soutien au nom du gouvernement à leurs familles. Je l'ai dit, la violence n'est jamais ni tolérable, ni justifiable, en aucune circonstance. Et c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de renforts sur place pour garantir la sécurité. Et je veux rendre hommage à l'ensemble des forces de sécurité, les policiers, les gendarmes qui sont engagés actuellement pour assurer l'ordre. Je le dis et je le redis, la priorité, c'est de retrouver l'ordre, le calme et la sérénité. Je l'ai dit également hier, monsieur le député, nous avons toujours été dans le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous resterons toujours dans le dialogue, parce que je crois profondément au dialogue, parce que le processus qui a été engagé, le texte qui a été examiné et adopté par cette Assemblée hier, est précisément issu d'un dialogue. Tout le monde ne soutient pas ce texte, mais ce texte est issu d'un processus qui a été porté par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et ensuite par l'adoption à la fois par le Sénat et par l'Assemblée nationale de ce texte. Maintenant, les choses ont été dites clairement par le Président de la République. Le Président de la République l'a dit lui-même. Nous proposons à l'ensemble des acteurs calédoniens une rencontre avec le gouvernement avant que le Congrès ne soit réuni, précisément pour poursuivre cette logique de dialogue. Si nous étions dans l'état d'esprit que vous semblez décrire, le Congrès serait d'ores et déjà convoqué, alors même que le Parlement a adopté pour les deux chambres en même terme la révision constitutionnelle. Le choix qui a été fait par le Président de la République, c'est précisément d'attendre pour convoquer ce Congrès que nous ayons pu proposer la rencontre aux acteurs politiques locaux avec le gouvernement. Et donc, je leur proposerai dans les prochaines heures une date pour les recevoir à Matignon en compagnie du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour poursuivre l'échange et le dialogue. Je le dis, c'est une solution politique globale pour l'avenir de la Calédonie qu'il nous faut construire après le processus qui a été engagé. Et évidemment, comme chef du gouvernement, j'y prendrai toute ma part. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor pour la France Insoumise.
Monsieur le Premier ministre, dans les collectivités dites d'outre-mer, les questions relatives à la propriété foncière revêtent une dimension ultra sensible en raison des réalités historiques, sociologiques et géographiques. En avril dernier, cherchant à pallier les insuffisances de la loi Letchimy de 2018 sur l'indivision, la loi visant à l'accélération et la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé vient de déclencher un véritable séisme. Alors que le délai de droit commun pour la prescription acquisitive reste de 30 ans en France, la nouvelle loi permet spécifiquement en Outre-mer à tout occupant de bonne ou de mauvaise foi d'accéder à la propriété d'un bien immobilier attestant de son occupation pendant 10 ans. Cette disposition provoque émoi et inquiétude légitime au sein de nos populations, des professionnels et de l'ensemble de la classe politique. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Pourquoi avoir cautionné une telle dérogation au droit commun, particulièrement pour cette mesure inopportune, alors que pour tant d'autres, vie chère, tarifs aériens, accès à l'eau, priorité à l'emploi local, nos demandes de dérogation sont systématiquement rejetées par votre gouvernement? Vous m'interrogez sur les difficultés que rencontrent les familles martiniquaises dans le règlement des successions et les problématiques d'indivision sur un territoire où, nous le savons, l'acquisition foncière est un sujet extrêmement sensible. En effet, la Martinique est l'objet de fortes contestations foncières d'ordre privé qui génèrent des tensions, parfois un sentiment d'injustice. Et je vous le dis, mon gouvernement s'est bien saisi de cette question. Lors du comité interministériel des Outre-mer qui s'est tenu en juillet dernier, il a été décidé d'aborder de front le sujet de la facilitation des sorties d'indivision. L'une des questions soulevées est celle de la prescription trentenaire, qui met en jeu le respect de la propriété privée, dont je rappelle qu'il est protégé par la Constitution. La loi du 9 avril 2024 relative à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement traite ces difficultés. Elle prolonge le régime dérogatoire mis en place par la loi Letchimy de 2018 qui permet de faciliter la sortie de l'indivision successorale et de relancer la politique du logement en Outre-mer jusqu'en 2038. Plusieurs autres dispositions ont été prises pour améliorer et renforcer les dispositifs qui permettent de sortir de l'indivision. Au-delà des nouvelles dispositions juridiques applicables, le préfet a pris l'initiative d'organiser après-demain une conférence de concertation locale chargée de formuler des propositions pour améliorer le traitement des indivisions qui sont bloquées. Une mission d'appui et d'expertise de haut niveau viendra accompagner les travaux de cette conférence, c'est ce que nous avons décidé. Vous le voyez, monsieur le député, nous agissons. Évidemment, je souhaite que vous puissiez prendre toute votre part à cette concertation qui est engagée par le préfet après-demain. Évidemment, c'est un dossier que je suivrai de très près. Nous continuerons à agir dans l'intérêt des familles, dans l'intérêt du territoire et dans l'intérêt de la République. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Monsieur Nilor. Monsieur le Premier ministre, malheureusement, la concertation vient toujours après les décisions, et c'est encore le cas. À l'heure où la spéculation et la prédation foncière génèrent une flambée sans précédent des prix, excluant de fait nos compatriotes de l'accès au foncier, à l'heure où le marché de l'immobilier est contrôlé à plus de 90% par des non-originaires et où nos terres sont vendues au plus offrant sur Internet, à l'heure où le contexte social est explosif suite à des prescriptions acquisitives abusives, perpétrés auprès de personnes isolées, le remède que vous avez décidé de nous administrer risque d'aggraver le mal. Le prix à payer pour la sortie de l'indivision ne doit pas être la dépossession ou la spoliation. La parole est à monsieur Olivier Serva pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, les prix des billets d'avion pour les Outre-mer sont trop chers. 867 €, prix d'un aller-retour Paris-Pointe-à-Pitre actuellement, 8 heures de vol. Pour un Paris-Los Angeles, 11h35 de vol, dans les mêmes conditions, 686 €. Monsieur le Premier ministre, il y a quelque chose qui cloche. Je me suis rapproché du principal fournisseur de kérosène dans le bassin Antilles-Guyane et des dirigeants des compagnies aériennes. J'ai pu constater que le voyageur ultramarin est littéralement la poule aux œufs d'or, ou encore le dédon de la farce, du financement des infrastructures ferroviaires françaises. Pourtant, des trains en circulation en Outre-mer, il n'y en a pas, patini.
En effet, la taxe de solidarité dite Chirac, payée par les compagnies aériennes pour financer les investissements de l'État en matière de ferroviaire, figurez-vous que le passager ultramarin la paye. Pourquoi donc ne pas exonérer de cette taxe les compagnies aériennes opérant des rotations en Outre-mer vers l'Hexagone? On parle là de millions d'euros. Autre taxe payée par les compagnies aériennes et répercutée sur le prix du billet, la taxe de sûreté et de sécurité, qui dans d'autres pays du monde est payée par l'État. Encore une piste pour diminuer le coût du transport. Ensuite, Monsieur le Premier ministre, venons-en au coût du kérosène. Fixé librement par les vendeurs de carburant, ce coût représente autour de 30% du prix d'un billet d'avion. Pourquoi ne pas encadrer son prix par arrêté préfectoral, comme pour les autres carburants en Outre-mer? Enfin, il y a également à redire sur l'impossibilité pour la raffinerie des Antilles de s'approvisionner ailleurs qu'en mer du Nord. C'est loin. Pourtant, nos voisins sud-américains compte parmi les plus grands producteurs de pétrole au monde et c'est moins cher. Monsieur le Premier ministre, voici là des pistes d'économie que je pose sur la table. Je compte sur vous pour les saisir. Je vous remercie. Vous avez raison, la question de la desserte aérienne de la Guadeloupe et plus largement des Outre-mer est cruciale. Et évidemment, avec le gouvernement, nous y sommes très vigilants. Vous m'interrogez sur la taxe dite Chirac. Celle-ci finance, comme vous le savez, depuis 2006, l'aide au développement. En 2020, elle avait été majorée d'une éco-contribution qui permet de financer la décarbonation des mobilités des Français grâce à des investissements dans des infrastructures de transport durable, notamment le ferroviaire. Ça représente 1,50 € par billet en classe économique. C'est évidemment bien loin du prix total du billet que vous avez évoqué, mais qui est véritablement un sujet sur lequel nous devons continuer à travailler. Pour autant, je le dis, le gouvernement met tout en œuvre et continuera à le faire pour rendre les vols entre l'Hexagone et les Outre-mer accessibles à tous les ultramarins. Plusieurs mesures sont d'ores et déjà prises qui limitent les coûts par rapport aux autres vols. Je pense à la TVA et aux obligations de compensation des émissions applicables aux vols intérieurs, deux mesures qui ne s'appliquent pas pour les vols desservant l'outre-mer, ce qui permet déjà un soutien. Je pense également aux règles européennes qui ne sont pas applicables, en particulier l'obligation d'incorporation de carburants d'aviation durable pour les vols au départ de l'outre-mer ou l'intégration au marché carbone européen. Donc ces mesures-là que je viens de citer, elles permettent de limiter le prix des billets entre les Outre-mer et l'Hexagone. On agit également pour rendre plus accessible le transport aérien pour nos compatriotes Outre-mer avec une augmentation de 50% de l'aide à la continuité territoriale mise en œuvre en 2024. Et c'était notamment une revendication des députés ultramarins de tous les bancs qui s'étaient mobilisés pour cela. Enfin, le dernier comité interministériel des Outre-mer auquel je faisais référence il y a un instant a initié une réflexion globale sur les prix des billets d'avion. Je souhaite que cette réflexion puisse se poursuivre et surtout qu'elle intègre, comme vous nous y avez invité, la question du prix du kérosène. Je connais votre engagement sur le sujet avec beaucoup d'autres parlementaires ici et je compte évidemment sur vous pour nous faire des propositions en la matière et qu'on puisse avancer ensemble sur ce sujet.